Après la prise du pouvoir par Galla Placidia, qui gouverne au nom de son fils Valentinien III, le comte Romulus revient à ses fonctions au palais impérial à Ravenne. Il estime qu'il n'y a plus aucun autre prétendant légitime au trône d'Occident et la jeunesse de l'empereur promet un règne durable. Sous sa recommandation, Oreste commence aussi sa carrière et intègre la chancellerie impériale. Placidia veille au respect d'un strict protocole solennel par les courtisans. Ainsi Oreste assiste souvent aux « salutatio », réceptions matinales. Comme les autres, quand son tour vient, il doit s'approcher humblement et respectueusement de Valentinien et de sa mère. Assis sur les trônes, côte à côte, s'agenouiller d'abord devant Valentinien, baiser un pan de son manteau, puis devant la régente et lui baiser sa main droite. Oreste ne peut s'empêcher de penser à cet instant à la main coupée de l'empereur Jean et il n'éprouve pas de grand respect pour la famille impériale. Essius vient assez souvent à Ravenne, toujours accompagné par ses officiers et ses gardes-uns car il n'a pas une confiance totale en Galla Placidia, son adversaire d'hier. L'Empire a besoin des mercenaires huns et les relations avec la Hunie deviennent excellentes. Certaines tribus nomadisent entre le Danube et la Drave. Ainsi Petavium devient pratiquement une ville frontalière et une partie des propriétés de Tatule sont maintenant dans la zone de double contrôle des Huns et des Romains. Le patrice Félix, ami proche de la régente et partisan du rapprochement avec Constantinople, essaie d'empêcher le renforcement de l'influence d'Essius. Mais il est soupçonné des assassinats de ses adversaires et périt avec toute sa famille massacrée par les légionnaires révoltés. Galla Placidia porte alors son attention sur Boniface, comte d'Afrique. On dit que Boniface peut devenir bientôt patrice, père de l'empereur, et conseiller le plus proche de la régente. Mais on apprend bientôt que Boniface s'est marié à une femme de la secte arienne et ce mariage ralentit la promotion politique du comte. Puis commencent à courir des rumeurs sur sa préparation d'un complot. Oreste ne croit pas à ces rumeurs car Boniface était le seul commandant d'une armée à s'être rangé à côté de Placidia pendant la guerre civile. L'arrêt des importations du blé d'Afrique a joué un rôle non négligeable dans la victoire sur l'empereur Jean. Ces intrigues de palais, les commérages des courtisans fatiguent et ennuient Oreste. Il est encore plus fatigué par les interminables discussions religieuses. Ainsi un grec de la suite de Félix lui demande « Que pensez-vous de la structure de la Trinité ?» Oreste le regarde d'un œil attentif avant de répondre « Tout le monde sait qu'elle est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Puis il répète une formule dont le sens n'est pas très clair pour lui, à la fois distincte de lui et en faisant partie. Êtes-vous un homoioutsaion, un homéen ou un anoméen? Oreste, qui n'est pas habitué aux discussions théologiques, commence à se sentir très mal à l'aise et murmure encore une formule qui lui vient à l'esprit, une substance et trois personnes. Le grec prend un air très sérieux et commence à parler avec une grande éloquence. Cette formule me rappelle fâcheusement la vieille hérésie sabélienne, qui confondait carrément le père et le fils. La régente, qui ne veut pas laisser les relations avec les Huns entièrement aux mains d'Essius, cherche des ambassadeurs qui connaissent leurs coutumes. Romulus, qui est devenu comte, lui conseille de confier une ambassade à son beau-fils Oreste, il connaît Attila depuis son enfance. Attila a quitté l'Italie il y a 15 ans. Oreste devait être à l'époque un petit garçon. C'est exact, Votre Majesté, mon beau-fils est de 3 ou 4 ans plus jeune que le prince Huns. Oreste connaît Attila car le prince a visité avec le général Genride la villa de Tatule, père d'Oreste, à Petavium. Je me souviens de cette mission de Genride qui a recruté avec l'aide d'Attila 10 000 mercenaires Huns. Parfait. La première mission de ton beau-fils ne sera pas difficile. Il transmettra mes lettres et cadeaux au roi Roas et au prince Attila.
Il commencera aussi les négociations sur le statut d'une partie de la Pannonie entre le Danube et la Drave. Ce sont les baisers de Julia qui réveillent Oreste. La lune éclaire leur chambre. Sa jeune femme, presque adolescente, se serre très doucement contre lui et caresse tendrement ses cheveux. Mon cher, excuse-moi de t'avoir réveillé. Je ne peux pas me rendormir. Pourquoi, d'habitude tu dors si bien. Demain, tu pars. On ne sait quand tu rentreras. Ne t'inquiète pas. Il n'y a aucun danger réel. Nos relations avec les Huns sont excellentes. J'ai besoin de quitter un peu le palais impérial où je m'ennuie beaucoup. Tu sais, je ne suis pas trop inquiète mais j'éprouve le vague pressentiment que ce voyage changera notre vie. Oreste sourit. J'espère que tu n'as pas consulté une voyante. Non, mais j'ai eu un rêve. Salvien, un jeune officier, est invité chez Galla Placidia. La régente ordonne à ses courtisans, qui l'entourent, « Laissez-nous ». Il reste seul dans la salle. Placidia sourit. « Vous avez été l'un des officiers les plus courageux et fidèles de Constance, mon mari défunt. » L'officier répond calmement, « Mes ancêtres ont toujours courageusement et fidèlement servi l'Empire. » La régente dit avec amertume, « Maintenant, les temps ont changé. Nous dépendons trop de nos mercenaires barbares. Malheureusement, c'est vrai. » Placidia se tait, puis se lève. « Je sais que vous êtes un parent de Constance, par conséquent, vous êtes en parenté avec l'empereur Valentinien, mon fils. Mes parents ont péri pendant l'invasion des Goths en Italie mais Constance me l'a dit lui-même. Vos amis sont au courant? Non, très bien, ne le dites à personne. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'aurai la même confiance qu'en moi-même. Je vous ai invité pour une conversation sincère. Que pensez-vous du général Essius, commandant de notre armée en Gaule? Salvien répond sans réfléchir, on pense qu'il a obtenu ce poste en échange du renvoi de l'armée des cavaliers huns et de son serment de fidélité à vous et à Valentinien. Il sait se faire respecter par les soldats et beaucoup de monde espère qu'il sera un bon défenseur de la Gaule contre les barbares. La régente fronce les sourcils. En soutenant Jean pendant la guerre civile, il espérait certainement devenir commandant en chef des armées romaines. Il est très rusé et je crains qu'il ne mène un double jeu. On dit qu'il est en amitié depuis plusieurs années avec Attila, le prince hun. Attila a une éducation romaine soignée, possède des capacités brillantes et sait attirer les gens. Je l'ai remarqué moi-même pendant mes discussions avec lui dans ce palais quand il n'avait que 14 ans. Maintenant, il voyage beaucoup. Il sera un souverain fort et dangereux. L'officier dit avec espoir, « Jusqu'à présent les Huns n'ont pas manifesté une grande hostilité pour l'Empire. » Essius dit à tout le monde qu'il est un garant de la sécurité de l'Empire grâce à ses relations amicales avec eux. La régente l'interrompt brusquement, il le dit trop souvent. Ça ressemble à du chantage. Puis elle continue avec autorité, dans tous les cas, il est important pour moi d'en savoir davantage sur les relations et les plans véritables d'Attila et Essius. Vous partirez bientôt pour la Hunie avec notre ambassadeur Oreste en qualité d'officier de la garde. Placidia change de ton et parle amicalement. Essayez de vous renseigner davantage sur les relations d'Essius et d'Attila, ainsi que sur les plans d'Attila relatifs à Essius. Menez une véritable enquête sur cette affaire. Je vous donne toute liberté d'action. L'officier prend l'air très sérieux. Est-ce que l'ambassadeur sera au courant? Non, je vous inviterai moi-même après votre retour pour un rapport détaillé. La régente s'approche de la fenêtre et se retourne avec un sourire vers l'officier. Regardez ce garçon près de la fontaine. Salvien jette un coup d'œil et s'exclame. Mais c'est l'empereur Valentinien, votre fils. Placidia entend avec satisfaction une joie sincère dans la voix de l'officier. Il n'a que 6 ans.
Je prie Dieu pour que le ciel au-dessus de notre empire soit moins nuageux. Quelques jours après, la caravane de l'ambassade sort du port de Ravenne. Oreste est accompagné jusqu'au premier relais par sa femme. Là, ils se séparent tendrement et Oreste regarde longuement le carrosse qui s'éloigne. L'ambassade est protégée par un détachement de la cavalerie romaine. Salvien s'approche d'Oreste. Je pensais voir un comte âgé comme ambassadeur. Celui répond en souriant, nous avons une mission assez simple. Je dois transmettre les lettres et les cadeaux de notre régente au roi Horos et au prince Attila. À propos, dans mon enfance j'ai vu Attila. Surpris, Salvien regarde Oreste, donc. Vous connaissez Attila? Je n'avais alors que 9 ans, il avait 3 ou 4 de plus que moi. Je ne sais donc pas s'il se souvient de moi car c'était il y a presque 18 ans. Parle-t-il bien latin? Il parlait un peu lentement mais correctement. Déjà en Eni, il avait des enseignants latins et grecs. Il m'a raconté qu'il communiquait beaucoup avec Essius qui a passé 3 années chez les Huns. L'officier tend l'oreille. Connaissez-vous Essius? Très peu. Pensif, Salvien parle lentement. Par conséquent, Essius et Attila sont amis depuis plus de 20 ans. Oui, c'est exact. Et Attila prouve son amitié par ses actions. Quand Essius a demandé de l'aider afin de soutenir son ami Jean. Alors les Huns lui ont donné une armée de 60 000 cavaliers. Et que fait Essius pour lui? Je ne sais pas, mais ils continuent leur correspondance. La famille d'Oreste possède quelques propriétés sur cette route animée, qui mène de Rome et Ravenne vers les Balkans. Afin de ne pas descendre dans les auberges insalubres pendant leurs voyages fréquents pour leur petite patrie, comme disait Cicéron. Mais Salvien est habitué à la vie dans les casernes et les camps. Il se sent donc à son aise dans ces soirées rares quand l'ambassade s'arrête dans des auberges remplies de voyageurs malgré l'absence de confort et la cuisine médiocre. Dans certaines de ces auberges, on buvait trop de vin, les chansons gaies et la musique continuaient jusque tard dans la nuit. Au bout d'une semaine, l'ambassade arrive à Petavium, ville natale d'Oreste. Il s'arrête dans une grande villa de Tatule. Naturellement, Oreste est très sollicité, il reçoit beaucoup d'invitations de la part de ses amis. Il préfère organiser un dîner pour quelques amis et parents les plus proches. Le dîner respecte les anciennes coutumes romaines. Les invités se débarrassent de leurs vêtements de ville et mettent des chemises longues et larges sans ceinture et sans aucun nœud. Ils laissent leurs chaussures près de la porte et, pieds nus, entrent dans la salle de banquet, en enjambant le seuil de leurs pieds droits. Le lit demi-circulaire entoure la table ronde décorée par des bouquets de fleurs. Oreste et 8 invités s'installent presque perpendiculairement à la table. Semi-couchés, ils s'appuient sur leur main gauche afin de laisser libre leur main droite. Salvien et les autres invités se sont assis sur des tabourets. La majorité des invités sont chrétiens mais ils continuent de respecter les coutumes anciennes qui ne sont pas en contradiction avec leur nouvelle religion. Pour eux la table est un lieu sacré, un symbole du foyer familial. Au début du dîner, Oreste donne la nourriture au feu et récite une courte prière chrétienne qui ressemble bien à la prière traditionnelle à Vesta, l'esprit du feu. Le cuisinier a fait des efforts considérables, il a acheté au marché les meilleurs vins et des huîtres d'Italie, du jambon et du saucisson de Gaule, des faisans de Grèce et des fruits d'Asie mineure. On mange avec la main, en utilisant parfois des cuillères et des couteaux, mais sans jamais piquer de viande avec le couteau. La conversation est agréable, on ne doit pas parler de choses tristes. Il faut finir sa coupe à chaque toast et la remplir pour le suivant. Rapidement, la conversation devient très franche, depuis l'installation des Huns non loin d'ici, sur l'autre rive du Danube. Nous nous sentons plus en sécurité que nos pères.
grâce aux ambassadeurs comme notre cher ami Oreste. Buvons encore une fois à sa santé. Tous les invités boivent leur coupe jusqu'à la dernière goutte. La conversation glisse des plaisanteries et des anecdotes vers les thèmes d'actualité. Les détachements de guerriers huns engagés pour la défense de la Gaule traversent souvent notre ville. Pas seulement pour la défense de la Gaule, il y a un an. Essius est venu de l'autre rive du Danube avec une grande armée afin de participer à la guerre civile. S'il était venu 3 jours plus tôt, maintenant nous pourrions avoir un autre empereur. On dit que Jean voulait rétablir le paganisme. Souvenez-vous du retour de l'armée eunique. Galla Placidia a bien payé afin que les Huns rentrent tranquillement chez eux. Et nous avons été obligés de payer plus d'impôts. Mais ce retour de l'armée a été comme une fête pour nos commerçants et nos artisans. 60 000 hommes qui veulent acheter des cadeaux pour leurs parents et amis dans nos boutiques, ce n'est pas fréquent. Les Huns contrôlent depuis un demi-siècle le nord-est de la Pannonie et les habitants là-bas payent moins d'impôts que nous. On dit que les habitants de la Dacie sont aussi contents sous le pouvoir des Gépides, les vassaux des Huns. Pauvre empire romain. Les gens se sentent mieux sous le pouvoir des barbares que sous le pouvoir de leurs empereurs. Oreste pense que ses invités sont devenus trop bavards, avant le deuxième service. Je vous propose d'écouter un célèbre musicien de Milan et de jouer à des jeux de société. 2 jours plus tard, à la frontière de la Eunie, Oreste renvoie son détachement romain sauf Salvien et 2 soldats qui parlent hun et goth. Les Romains seront accompagnés par un détachement de guerriers huns dont le commandant, Sabire, parle bien latin. Salvien a de la chance. Sabire a servi sous les ordres du général Stylicone. Puis a été officier de la garde impériale une de l'empereur Honorius. Le Romain demande avec intérêt, « Combien d'années avez-vous servi dans la garde impériale ?» En 406, j'ai participé, sous le commandement d'Uldin et de Stylicone, aux opérations contre les Goths en Italie. Après la victoire près de Florence, j'ai été sélectionné pour la garde impériale où je suis resté jusqu'à sa dissolution par Honorius, il y a 5 ans, résultat des intrigues de sa sœur Galla Placidia. Je regrette que nous ne lui ayons pas tranché la tête l'an dernier. Salvien retient son indignation, ainsi donc, vous voyez souvent l'empereur ? La garde équestre l'accompagnait dans ses voyages et ses déplacements entre ses différentes résidences. Après une pause, Sabire continue avec mépris, mais il menait une vie bizarre. Principalement préoccupé par son volailler. On dit que les Romains ont eu peu d'empereurs aussi minables. Salvien demande d'un ton sévère, « Et alors, pourquoi l'avez-vous servi ?» Sabire le regarde. Au début de notre service, nous lui avons porté des serments de fidélité d'après les usages romains et huns. Mais je ne pouvais pas l'imaginer ainsi. Le hun sourit. C'est vrai qu'il nous a créé un uniforme magnifique et il nous payait bien. Salvien se calme. Alors vous avez vu Attila en Italie ? Le prince a passé 4 ans dans le palais impérial à Ravenne. Il faisait bien ses études et lisait beaucoup, venait souvent dans notre caserne quand il était libre. Nous partions souvent chasser dans les montagnes avec lui et l'accompagnions dans ses voyages. Connaissez-vous Essius ? Essius avait 5 ans de plus qu'Attila mais il ne sentait pas la différence, se rencontrait souvent et parlait de sujets très variés, discutait de plans communs. Salvien arrête de questionner l'officier hun afin de ne pas susciter sa méfiance mais dans sa tête la voix de Sabire continue de répéter comme en écho, discutait de plans communs. Discutait de plans communs. Les steppes sur l'autre rive du Danube présentaient un contraste saisissant avec les provinces de l'Empire connues par Salvien et avec une partie de la Pannonie occupée par les Huns. On ne voyait plus ni ville, ni ferme en pierre, ni jardin.
En revanche, le pays était rempli de troupeaux de chevaux et de vaches. On voyait des hameaux de maisons octogonales et de yourtes rondes en feutre. Les ateliers métallurgiques et les fabriques de briques et de poteries fumaient. Les détachements de guerriers et les convois de chariots sillonnaient les chemins. Sur les lacs et les rivières, des pêcheurs en bateaux légers, parfois en écorce de bouleau, vérifiaient leurs filets. Enfin, après avoir monté un col entre de hautes collines, les voyageurs aperçoivent un panorama extraordinaire. Une ville circulaire de 9 enceintes concentriques faites de hauts palissades de troncs peints et vernis. Des tours de bois coiffées de toits de couleurs aux formes curieuses, ronds et pointus comme les casques des guerriers huns, les surmontent. Salvien ne comprend pas si c'est pour renforcer la défense ou par souci esthétique. À l'intérieur des 9 enceintes se blottit une ville de maisons rondes en bois, ressemblant aux yourtes des Huns, disposées le long des rues circulaires. Dans l'espace central de cet ensemble architectural impressionnant s'élève le palais royal, composé de plusieurs constructions rondes. Les camps militaires, les stationnements des caravanes de commerçants et les marchés, les villages des artisans sont dispersés autour de cette ville. L'ambassade s'arrête non loin de la ville et les Romains montent leurs tentes dans un des endroits, situé sur le bord d'une rivière, aménagée pour les délégations étrangères. Puis Salvien et Sabire entrent en ville. Les maisons rondes sont en réalité des maisons octogonales bien construites, certaines sont sculptées et laquées par les fenêtres ouvertes. Salvien voit des murs décorés de tentures de soie et de fourrure, des planchers couverts de tapis et de peaux, des tables basses, rondes ou ovales. La majorité des hommes sont en veste de laine, dans de larges pantalons blancs, chaussés de bottes en cuir munis de ceinturons à hauteur de la cheville. Salvien remarque que les femmes sont vêtues de façon élégante et soignée. Portent des gilets brodés et des jupes bleues avec ou sans bordure claire, des chemises blanches un peu longues avec des jabots autour du cou et des bras, parfois décorés de dentelles. Les jeunes filles, tête nue, décorent leurs cheveux de monnaie. Toutes les filles, même les plus petites, portent des boucles d'oreilles, des bracelets et des bagues. Le Romain remarque la politesse des habitants, leur sourire sincère et leur intérêt pour les étrangers. Il traverse 2 murs et entre dans une grande tour près de la 3e porte. Sabire discute avec les officiers de garde dans la tour et se tourne vers Salvien. Canoros est au courant de notre arrivée. Il nous recevra demain à midi. Attila est parti pour l'Oural effectuer une inspection. Il doit rentrer dans un mois. On a préparé pour votre ambassade une maison en ville, vos tentes vous serviront de résidence secondaire. Mon détachement reste là-bas garder le camp. Le khan principal des Huns reçoit l'ambassade dans son palais. Les Romains entrent dans une grande salle de réception, encadrée de panneaux de bois d'un poli remarquable, ornée de dessins en relief et de tentures et sculptures. De grandes colonnes rondes soutiennent le plafond. Canoros, vêtu d'une chemise de soie, est assis sur un siège élevé sur une estrade à 3 marches. Il porte une ceinture composée de plaques rectangulaires en or avec des reliefs et des dessins fins. Les officiers et les autres chefs qui l'entourent ont des armes et même des chaussures décorées de plaques d'or incrustées de pierres précieuses et semi-précieuses. La cérémonie de remise de la lettre et des cadeaux se déroule dans une atmosphère détendue et passe vite. Le khan rappelle le rôle des armées hunes dans la défense de l'Empire romain d'Occident et son titre honorifique de général de l'Empire romain d'Orient. Je suis devenu le khan des Huns après la mort de Mundzuq, mon frère aîné, père d'Attila. Depuis, pendant 20 ans, nous n'avons pas eu de conflit sérieux avec les Romains. Le prince Huldin, fondateur de cette ville, a aidé à plusieurs reprises les Romains à repousser les invasions des Goths. Après la mort de mon frère Octare,
Je suis devenu le khan principal des Huns du Danube à l'Oural et plus loin. Le prince Attila, après son retour d'Italie, a montré des capacités brillantes et a fait beaucoup pour la consolidation de notre aile divin, union des peuples et tribus huns. C'est pourquoi, il a reçu récemment le titre de khan. Mon frère cadet Auerbar est khan des Huns de Caucase. Par la volonté du Dieu unique et tout-puissant, les Goths, les Gépides et les autres peuples germaniques, les Alains, les Sakas et les autres tribus scythes, ainsi que les Ougres et les Slaves sont entrés dans notre union. Je crois que la paix entre les empires romains et notre grande union contribuera à la paix entre les peuples de l'Afrique et l'Espagne à la Sibérie et la Bactriane. Au reste répond brièvement et modestement. La régente Galla Placidia m'a demandé de vous transmettre une lettre de la part de l'empereur Valentinien III avec l'expression de l'amitié et l'espoir du renforcement des relations pacifiques entre nos États. Nous estimons beaucoup les guerriers huns et rémunérons correctement leurs services dans notre empire. Votre sage décision d'envoyer le prince Attila faire ses études en Italie et l'autorisation au détachement huns de servir dans nos troupes rapproche nos peuples. Salvien sent que la réponse du jeune et noble romain plaît au roi hun, qui a l'âge du père de l'ambassadeur. Le khan conseille gentiment à l'ambassadeur d'attendre le retour d'Attila. Il connaît bien vos us et coutumes, je lui demanderai de composer une réponse à la régente de Maï de sa part. Donnez la lettre pour Attila à Kérékao, épouse du jeune khan. Elle gère toutes ses affaires et peut envoyer cette lettre à son mari par un messager. Je partirai demain pour le Caucase rencontrer le khan Auerbars. Vous pouvez vous déplacer librement dans notre pays accompagné par mes hommes qui garantiront votre sécurité. Oros sourit, vous, les Romains, ne pouvez pas vous passer de bains. Je vous permets de visiter les bains et la piscine du palais. Il y a aussi, dans la ville, une bibliothèque créée sur la base des livres rapportés d'Italie par Attila. Bientôt, vous pourrez assister à notre grande fête.